Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission Retro Magic, Gambale Goemon, reportage sur Forza Horizon, critique de Hell Yeah, et on commence avec les news. Non, on commence par une téléportation. Alors juste derrière moi, c'est les gens du Festiblog qui ont été sélectionnés pour venir avec moi à cet événement que, en fait, on n'a toujours pas dit ce que c'était, et vous allez le découvrir par vous-même. Mais en tout cas, on va passer des trucs un peu sécurisés. Oui. Ok. Il y a autant de photos que je veux, je photographie ce que je veux. Je suis dedans. Ouvre-toi. C'est trop bien. Et là tout de suite tu dis c'est Star Trek quoi. Déjà c'est Star Trek. Donc pour commencer, nous allons dans la salle du futur, qui s'appelle la salle du futur, mais personne ne veut nous dire pourquoi. Là, ils vont vous expliquer. Non, c'est parce que c'est... Enfin, ils vous expliqueront. Oh, même l'écran, il est du futur. L'écran, il est en 3D. L'écran, il est en 3D. Regardez, c'est en 3D alors que c'est pas de la 3D. C'est la 3D. Non, en fait, c'est un écran flou, non? C'est le futur. Vous avez deviné, dans ce 101%, nous allons voir décoller la fusée Ariane 5. Trop bien, regarde. Oh. C'est Star Trek. Alors là, c'est... Dans les 16 ans pour les... Et donc là, je vois plus l'écran parce que je suis à 1m60. Ono Yoshinori, producteur de la série des Street Fighter chez Capcom, a annoncé la semaine dernière, durant la convention Comic-Con de New York, le retour d'une grande licence de la société Darkstalkers. En effet, début 2013, la compilation Darkstalkers Resurrection sera téléchargeable sur le PSN et le Xbox Live Arcade. On pourra y retrouver le premier titre de la série, Darkstalkers The Night Warriors, sorti en arcade en 1994, où les joueurs ont découvert pour la première fois les personnages de la sulfureuse Morrigan, Felicia ou encore Dimitri. La compile comprendra également Darkstalkers 3, sorti en 1997, avec de nouveaux personnages, pour un total de 18 combattants pour les deux jeux. Le tout sera proposé à petit prix, nous dit-on, avec les features classiques de ce genre de remake. Graphisme un peu boosté, mode de joueur online et chaîne replay pour voir ses meilleurs combats. The Unfinished Swan s'annonce comme un projet atypique et attire donc logiquement l'attention. Développé par le jeune studio Giant Sparrow situé à Santa Monica, le jeu raconte les aventures de Monroe, un petit garçon orphelin. Il n'a pu garder qu'un seul souvenir de sa mère, le tableau d'un cygne inachevé. Mais un soir, le cygne disparaît du cadre. L'enfant part donc à sa recherche. Le jeu est un titre d'exploration où le joueur aura la possibilité de découvrir le monde autour de soi en projetant de l'encre sur un décor d'un blanc immaculé, en profitant d'une compatibilité avec le PS Move. Direction artistique très séduisante, une idée de gameplay tout aussi surprenante et une ambiance envoûtante ont l'air de donner de sérieux atouts à ce titre téléchargeable sur le PSN dès le 24 octobre chez nous. On verra si ces premières impressions se confirment lors d'une prochaine critique dans 101%. What a strange dream it was. He is He-Man, the most powerful man in the universe. Plus de 30 ans que Musclor se fait frapper régulièrement par la foudre, mais ça n'a pas l'air de le gêner plus que ça. He-Man, comme il s'appelle en VO, fut tout d'abord lancé en tant que collection de figurines, et bon nombre d'adultes de nos jours les ont martyrisés durant leur enfance. L'homme le plus puissant de l'univers fut aussi le héros d'une série animée qui marqua tout autant les années 80 et d'un film live avec Dolph Lundgren qu'on préférera oublier. Tout cela est bien beau, mais les images que vous voyez sont celles d'un jeu disponible prochainement sur iOS qui ne se prend pas trop au sérieux. Musclor devra rosser les sbires de Skeletor à travers les 7 royaumes d'Eternia. Sans présumer de la qualité du jeu, ce trailer saura, à n'en pas douter, titiller la fibre nostalgique de bon nombre de personnes. Ariane 5 pour les missions Rosetta et ATV. C'est en 3D. C'est en partie ce que vous verrez ce soir lors du lancement Ariane 5. Là, vous voyez donc, vous avez vu très brièvement le décollage, la séparation des étages d'accélération à poudre. Mais non, mais c'est une question vraiment con, j'ose même pas. Mais vous avez, non, mais vous avez besoin d'avoir un écran en 3D. Ah, oui, c'est loin d'être une question.
C'est pas une question con, moi je suis content. C'est loin d'être une question con. La raison pour laquelle on s'est doté d'un écran 3D dans cette salle, c'est pour faire de l'ingénierie mécanique, entre autres, propulsive, etc., via un système de tracking. En fait, il y a 4 caméras qui se situent au-dessus de la zone qui est ici, et c'est pas pour rien que la table est échancrée. C'est-à-dire que les utilisateurs, quand ils sont en mode 3D, se situent à mon niveau. Ils sont dotés d'une paire de lunettes qui est quasiment celle que vous avez sur les yeux, à l'exception du fait qu'il y a des petites boules réfléchissantes qui permettent aux caméras, qui elles envoient un signal infrarouge, de capter la position de l'utilisateur. Du coup, quand on est face à l'écran 3D, on voit le modèle 3D, comme si on l'avait devant nous, donc on voit le lanceur, mettons, on voit un moteur, on arrive à interagir avec le moteur, également avec une espèce de flystick type Wiimote d'une console de jeu. Et lorsque l'utilisateur se déplace, il agit sur le modèle. En gros, ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas habitué à faire forcément de la CAO, donc de la conception assistée par ordinateur, je suis devant l'écran je pense, par sa simple position devant l'écran, il va interagir avec le modèle. Donc il va par exemple pouvoir regarder en dessous du moteur, s'il se penche, le modèle, la vue du modèle calculée par l'ordinateur va s'afficher comme s'il était en train de se pencher en dessous du lanceur. Donc c'est le principal intérêt, c'est de pouvoir voir l'interaction avec le modèle de l'utilisateur et en prime, donc fonctionnalité 3D supplémentaire, de pouvoir par exemple simuler la manipulation du moteur. Donc il va se doter d'une clé dans sa main par exemple, et agir avec la clé comme s'il voulait aller démonter un des organes du moteur. Ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus visuel avec de la 3D, on arriverait presque à l'avoir avec de la 2D, mais c'est beaucoup plus simple de le visualiser en 3D. Peu connue en Occident mais culte au Japon, la saga Ganbare Goemon fait partie des licences emblématiques de Konami, ayant connu de multiples épisodes, spin-off et jeux dérivés. Dans ce Retro & Magic, nous ne parlerons que des aventures du ninja aux cheveux bleus et sa bande constituant la série principale, et pas des épisodes non canons. Ishikawa Goemon était un célèbre brigand qui aurait vécu au XVIe siècle au Japon et détroussé les riches pour donner aux pauvres. Il fut ébouillanté vivant sur la place publique après avoir tenté d'assassiner le seigneur local. Souvent surnommé le Robin des Bois japonais, le personnage de Goemon a inspiré quantité de romans, films, mangas, animés et est également un sujet récurrent du théâtre kabuki. La première fois que Konami s'empare du mythe, c'est sur borne d'arcade avec Mr Goemon, où il s'agit de traverser les niveaux de gauche à droite en évitant de se faire attraper par les gardes. Goemon peut se défendre à l'aide de sa bonne vieille pipe à tabac, ou bien en jetant à la face des ennemis toutes sortes d'objets ramassés en cours de route. Le jeu se démarque par ses graphismes évoquant les estampes ukiyo-e. Un peu plus tard la même année, Goemon débarque sur NES dans Ganbare Goemon Karakuri Douchu, un jeu qui évoque la rencontre improbable entre Zelda et un beat'em up. Goemon doit progresser au sein de niveaux labyrinthiques et bourrés d'ennemis dans le but de trouver 3 passes lui permettant de passer au niveau suivant. Ces passes sont souvent bien cachées, mais il est également possible de simplement collecter suffisamment d'argent pour acheter les passes au magasin du coin. D'autres items sont disponibles et souvent bien pratiques, à l'image de la bougie qui révèle les passages secrets, ou la statuette de Maneki Neko qui améliore l'allonge et la force de frappe de Goemon. Une particularité du jeu est que de nombreux bonus n'apparaissent que lorsque Goemon saute à proximité. On se retrouve bien vite à bondir gaiement dans les niveaux dans l'espoir de faire apparaître des items. Malheureusement, le jeu s'avère très répétitif. Goemon fait son grand retour sur NES 3 ans plus tard dans Ganbare Goemon 2, qui bien que très similaire, améliore grandement la formule de l'original. Les niveaux sont plus variés, avec notamment des séquences en scrolling horizontal qui rappellent le jeu d'arcade. La progression est plus claire et on peut désormais jouer à 2, le deuxième joueur incarnant Ebisumaru, un petit bonhomme rondouillard vêtu de bleu. Ganbare Goemon 2 marque également les débuts du grain de folie douce qui caractérise aujourd'hui la série. Jeux de mots douteux, anachronismes, robots et aliens sont de la partie. Et le jeu regorge de petits détails et animations amusantes qui rendent le monde de Goemon particulièrement drôle et vivant.
L'arrivée de Goemon sur Super Nintendo marque également sa première incursion en Occident. Sorti au Japon sous le titre Ganbare Goemon Yukihime Kyuchutsu Emaki, le jeu est rebaptisé The Legend of the Mystical Ninja en Europe et aux États-Unis. Goemon et Ebisumaru doivent sauver la princesse Yuki, enlevée par de mystérieux fantômes apparus dans la ville d'Edo. Se situant dans la droite lignée de Ganbare Goemon 2 sur NES, Legend of the Mystical Ninja continue d'améliorer la formule, alternant des phases d'aventure dans les villages et des séquences d'action effrénées. Les graphismes sont très soignés et la bande-son tire son épingle du jeu avec des thèmes aux sonorités traditionnelles qui restent en tête longtemps après l'extinction de la console. Le seul vrai défaut de Legend of the Mystical Ninja est son système de sauvegarde par mot de passe particulièrement lourd. La suite des aventures de Goemon sur Super Nintendo restera malheureusement cantonnée au territoire nippon. C'est d'autant plus dommage que les 3 autres épisodes de Goemon sur cette machine s'avèrent excellents. Dans Ganbare Goemon 2 Kiteretsu Shogun McGuinness, Goemon doit contrecarrer les plans de l'infâme général McGuinness, un occidental qui cherche à détruire le mode de vie japonais avec son armée d'hommes lapins. Le jeu est cette fois-ci un pur jeu de plateforme action en scrolling horizontal et ça lui réussit plutôt bien. Le joueur peut prendre le contrôle de 3 personnages, Goemon, Ebisumaru et Sasuke, le ninja automate. Cet épisode marque également les débuts du Goemon Impact, un robot géant qui réapparaîtra régulièrement dans la série. Konami joue la carte de l'alternance en revenant à un gameplay plus traditionnel dans Ganbare Goemon 3. On retrouve donc les phases d'aventure à la Zelda auxquelles succèdent des niveaux de plateforme. 4 personnages sont jouables, la femme ninja Yae se joignant à la fête. Le scénario est une fois de plus délirant. La descendante d'Ebisumaru, qui se révèle être une nonne de confession catholique, a volé une machine à voyager dans le temps et seul Goemon et sa bande peuvent l'empêcher de changer le cours de l'histoire. L'aspect aventure est beaucoup plus développé avec de vrais puzzles à résoudre pour progresser. Cela rend le jeu particulièrement ardu si l'on n'a pas la chance de lire le japonais. La 4e et dernière aventure de Goemon sur la 16 bits de Nintendo est souvent considérée comme le meilleur jeu de la série. Il s'agit à nouveau avant tout d'un jeu de plateforme, les phases d'aventure ayant été réduites au minimum, mais dans lequel on retrouve l'excellence du Konami des grands jours. Mené tous azimuts, cet épisode entraîne le quatuor de héros dans l'espace pour affronter le maléfique tyran galactique Arakiri Seppuku-maru, au nom lourd de sens. Chaque personnage se retrouve rapidement échoué sur une planète et devra utiliser ses compétences propres pour triompher des sbires du méchant, un peu à la manière d'un autre jeu Konami, Bucky OR sur NES. Frénétique, fun et hilarant, et porté par des graphismes chatoyants et une imagination débordante, Ganbare Goemon Kira Kira Douchu Boku ga Ganser ni Natawake, rien que ça, est un des meilleurs jeux de la console, et on ne peut que déplorer qu'il n'ait pas connu de sortie sous nos latitudes. Après quelques errances sur PlayStation qui ne sont pas considérées comme relevant du canon de la série, Goemon fait son grand retour sur une console Nintendo et en Occident avec Mystical Ninja Starring Goemon sur Nintendo 64. Le petit voleur et sa clique de Forban y franchissent le cap de la 3D. On est toutefois loin de l'excellence d'un Super Mario 64 ou d'un Ocarina of Time, et Goemon 64 souffre malheureusement des défauts inhérents à la première génération de jeux sortis sur la machine. Des graphismes simplistes et cubiques, une maniabilité perfectible, et surtout des caméras peu pratiques qu'il est impossible de diriger manuellement. Toutefois, s'il ne s'agit pas d'un grand jeu, ce nouveau cru de Goemon s'avère très fidèle au cahier des charges de la série, avec un déroulement très proche du 3e épisode sur Super Nintendo. Proposant encore une fois un gros concentré de délire et une bonne humeur contagieuse, le jeu s'avère sympathique malgré ses nombreux défauts. Les connaisseurs apprécieront notamment le thème musical d'Impact, interprété par nul autre que le grand Mizuki Ichiro. Trois ans plus tard et fort d'une bonne maîtrise de la console, Konami retente sa chance avec Mystical Ninja 2. Il s'agit cette fois-ci d'un jeu de plateforme action en 2D&demi dans la lignée des 2e et 4e épisodes sur 16 bits. Cette fois-ci, c'est une grande réussite à classer parmi les meilleures aventures de Goemon, Ebisumaru, Sasuke et Yae. Mystical Ninja 2 est probablement l'un des meilleurs titres disponibles sur Nintendo 64 et un must pour tous les amateurs de plateforme.
Konami y apparaît au mieux de sa forme et le jeu s'avère très fun en coop, les 2 joueurs pouvant effectuer des actions combinées. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la franchise et ses nombreux spin-offs. Après quelques tentatives plus ou moins réussies de rendre la franchise plus moderne et grand public, à l'image de l'épisode PS2 qui révisait totalement le chara-design de son héros, la série Goemon s'est faite plus rare sur nos machines de jeu, sa dernière apparition remontant à 2005 sur DS. Espérons que nous assisterons prochainement au retour en force du ninja mystique. La sphère sort et rentre dans la table. Alors pourquoi elle sort et pourquoi elle rentre de la table, c'était pas juste pour faire Star Trek. Elle rentre dans la table puisque, comme certains l'ont fait remarquer, quand on est situé d'un côté de la table et qu'on a envie de voir son collègue qui est en face, si la sphère est sortie, on voit pas son collègue d'en face. Effectivement. Dans une réunion classique, c'est un peu gênant. Par contre, quand la sphère est sortie, là pour le coup, on voit autre chose que juste l'hémisphère nord de la Terre. On peut visualiser les orbites, on peut aussi quasi immédiatement visualiser, dans un but de sauvegarde cette fois, la trajectoire de rentrée anormale d'un étage, par exemple, dans le but de remplir la mission de sauvegarde, c'est-à-dire de protection des personnes, des biens et de l'environnement. Vous savez que quand on conçoit une fusée, on fait en sorte, en tout cas notre pays, fait en sorte que les étages ne retombent pas sur des terres habitées, que leur retombée soit si possible prédite et contrôlée. Donc ça, c'est un outil qui permet, là, dans la discussion, comme je vous parle, entre ingénieurs, de se rendre compte que, bah oui, c'est susceptible de retomber dans une zone qu'on connaît, ou au contraire, non, ça déborde jusqu'à l'Afrique, donc on va dimensionner un étage en se bornant, en se limitant de telle façon qu'on n'aille pas polluer le pays voisin. Voilà. C'est ce genre de raisonnement qui est beaucoup plus facilement alimenté par une visualisation très graphique du résultat, au lieu d'une série de chiffres. C'est ça en fait, ce soir, ce qu'on va vivre avec le lancement de la fusée, c'est ce genre de problème aussi que vous allez régler que vous avez réglé avant, en tout cas, c'est en avance de phase, c'est que ça ne retombe pas sur la tronche de quelqu'un finalement. Exactement. D'accord. Je vais poser une question, tout le monde, enfin je me doute de la réponse, mais bon, moi je fais des vidéos donc il faut que les gens aient la réponse. On est à Paris et vous lancez la fusée de Paris, pourquoi ? Alors on ne la lance pas de Paris. Vous ne lancez pas de Paris, alors ? Exactement, on ne la lance pas de Paris, on la lance à partir de la Guyane, à Kourou. Une des raisons qui fait que la base de lancement est disposée à Kourou, c'est pour des raisons de sauvegarde et de performance. De sauvegarde parce que ça nous laisse un champ libre pour partir soit vers le sud pour certaines trajectoires, soit vers l'est, en survolant dans un premier temps l'océan, donc avec peu de problèmes de retombée des étages, etc. Et l'autre raison, c'est pour des raisons de performance, vu qu'on tire le plus souvent, on lance vers des orbites équatoriales, GTO, donc c'est des orbites qui sont proches du plan de l'équateur. La performance du lanceur, c'est-à-dire la masse qu'il arrive à mettre en orbite, est optimisée si on lance proche de l'équateur. D'accord. Bien qu'exclusive à la 360 de Microsoft, la série des Forza reste pour beaucoup de joueurs la simulation de course ultime. Reconnue et appréciée pour son réalisme et son authenticité, cette dernière se permet aujourd'hui un petit écart avec Forza Horizon, un spin-off beaucoup plus orienté action, même si la profondeur caractéristique des Forza semble toujours présente, comme nous l'explique Dan Greenawalt, directeur créatif à Turn 10. Forza Horizon we call an action racing game. And we specifically don't use the word arcade because arcade games traditionally have had a lack of depth. It's nothing wrong, they're fun, but Forza is about depth. It's about having authenticity. It's about having different levels of accessibility. So if you're an 8-year-old kid and you just want to get in and drift cars around, or even if you're an, 40-year-old and you want to get around and drift in the cars, there are assists that make it very easy. But if you're looking for that bond with the car where you're technically finding the excellence and seeing the difference in every car, you can turn off the assists and there's a deep simulation engine underneath all of it.
So the style of driving is different. It's not necessarily about shaving a tenth of a second off of your hot lap time on Le Mans. It's about having a good time and exploring an open road, going to a summer music festival, having freedom. But the depth is always there. De la profondeur et de la liberté donc, appuyée par une dimension open world sur laquelle le studio insiste. When we wanted to approach this as an open world game, instantly we looked for inspiration in some of the other great open world games. And so that's Assassin's Creed and Red Dead Redemption, Skyrim, Oblivion. There are great open world games out there, and there are some that are open world that aren't so great. So the key is to find the right inspiration. And we have hidden things throughout this entire world, as well as emergent gameplay. So if you think about the feathers in Assassin's Creed, there are hidden areas in Horizon where you can collect upgrade signs, for example, and they get you a discount on upgrades. There are also hidden barn finds. There's a radio station in the game, and as you're driving around, you'll hear over the radio the DJ say, "Hey, we heard a rumor that there's a classic car over by the dam." And you have to go search it out and explore till you find this classic car sort of buried under junk in a barn. And if you find it, it'll be recovered, it'll be restored and added to your garage. There are other things, spread throughout the world, like Red Dead Redemption, where you might be going along the trail and you'd be ambushed by some guys that were robbing a stagecoach and they turn on you. We have racers that are driving throughout the entire world that you can challenge at any time, and they'll take you all over the map. So really, the goal is to help people get lost in this big world and just have a great time. Forza Horizon takes place around a summer music festival, and the moment we knew we wanted a summer music festival, we knew it had to be a beautiful place with lots of diversity and a vast, vast open world. So we looked at 30 different locations and settled on Colorado for two reasons. One, it has some amazing driving roads. But two, it has incredible diversity in the environment. So you have the red rocks and the snowy mountains, you have ski towns and urban areas, crags, aspen groves, rivers, dams. It's a very diverse area. There are hundreds of miles of roads to explore, so this is a giant world. To capture it, we sent guys on location for 3 weeks, and they went all over the state of Colorado, the Four Corners area. They took videotape, cameras, and photographs so that we could recreate it authentically while making it original so that we could make every single road a wonderful driving experience. We've been making racing games a long time, both teams. Playground Games comes out of Codemasters, and they have tremendous pedigree making Dirt, Grid, Colin McRae, 15 years of development experience for most of the people there. Turn 10, same thing, we've been making racing games a long time. But this is the first time either team has made a vast open world game. And for us, we needed to be humble and start learning from great games like Assassin's Creed and the like. So we had to learn a lot there. So we actually hired people from Rockstar, we hired people from all over the world to help us learn how to make not a great open world driving game, a great open world game, regardless of driving or not. And that was a huge challenge, we had to learn a lot. Pour ce spin-off, Turn 10 a également décidé de mettre l'accent sur la relation que peut entretenir un joueur avec sa ou ses voitures, notamment en revoyant le système d'upgrade et de récompenses. I've had the opportunity to travel around the world with the Forza franchise and meet a lot of people in a lot of different cultures. And the one thing I found that's universal is that cars speak to people. The thing that's not universal is how they speak to people. Different cultures, different countries are into small hatchbacks, big muscle cars, might be into supercars, sports cars, race cars. And Forza Horizon has this variety of cars, from big trucks like the Ford SVT Raptor, which is great in an off-road world, or cars like the Subaru STI, which is also great in off-road, but is more sport compact car. What I expect is for people to follow their own path and follow their own passion. If you're into a hot hatchback, maybe a GTI or a Peugeot, then that's something that you can explore, and the car is never made redundant. The car is never useless because the upgrades and the car classification system, the painting. So if you develop a love affair with some small car, there's no reason to throw it away when a high-end car like a Ferrari or a Bugatti becomes available. You can continue that love affair for months and months and months. And of course with DLC, downloadable content, new cars are added. And the key with having a game with this longevity is 2-3 months after the game is launched, if the game has exhausted all of its tricks and now there's only Bugattis and it's only high-end racing, there's no reason to get the DLC because the car is instantly disposable. So building a system that rewards all cars, that celebrates all cars, and hopefully gets you to fall in love with the one that speaks to you, that's what's critical.
Bien évidemment, à l'instar d'un système autologue dans un NFS, ce Forza possède une dimension sociale et multijoueur, fournissant à ceux qui aiment la compétition leur dose de challenge. Social is baked throughout the entire map in Forza Horizon, so there are hundreds of miles of road to explore, and in there are events all over the world. Now, every one of those events is a rivals mode, which means when I race it, my time's compared to my friends on a leaderboard, and if I beat them, I win money off them. They get a message, they can challenge me back and win money as well. It's asynchronous multiplayer. It's really fun. It was something that was very successful in Forza 4. But there's other types of multiplayer as well. All of those events can be done in competitive multiplayer. And of course, we have playground games, which was something that was in Forza 4. Tag, Virus, Cat and Mouse, interesting styles of game. They never made as much sense as they do in an open world. Being able to drive an STI through a golf course, jumping through sand traps, that makes Tag much more interesting. And taking a big truck and hiding it in a warehouse so that you can play cat and mouse, using the big open world, it just makes a lot more sense. Avec son aspect open world visiblement poussé et cette rigueur technique caractéristique des Forza, Horizon n'aura probablement pas de mal à convaincre lors de sa sortie fin octobre. On vous prépare évidemment une critique dans les normes, diffusée à l'occasion d'un 100% à venir. L'immatriculation d'un vol, le premier chiffre c'est la famille Ariane à laquelle elle appartenait. Le vol 468, c'est le 68e vol avec une Ariane, fait avec une Ariane 4. Un vol 562, c'est le 62e exemplaire d'une Ariane 5. Donc on va vivre le 65e. Un lanceur 562, c'est le 62e lanceur Ariane 5. D'accord. Et après, on numérote l'ensemble des vols au sein de la filière Ariane. D'accord. Toutes versions confondues. Vite, Soulou, allumez les ordinateurs. Depuis qu'il a touché le bouton, ça a marqué. Oh. Ah, l'autre, il était cassé, l'autre. Et c'est normal qu'il y ait le logo de Star Trek, là? Ou alors, vu de dessus? Le logo de Starfleet dans Star Trek. Là, vous avez refait le logo. Hein. C'était pas voulu. Le moteur, il s'appelle Vulcain. Non, ils ne savent pas allumer les lanceurs. Par contre, ça a poussé. C'est pas celui de Star Trek. Les Vulcains dans Star Trek, c'est la race alien. Mais il y a une histoire. On décollait la fusée. Et si ça se passe mal, on peut encore arrêter. Historiquement, tous les moteurs sont mis au point sur la Snegma, qui était l'ancienne SEP, Société Européenne de Vernon. Depuis le début, tous les moteurs ont un nom sont baptisés par un nom commençant par V. Il y a eu Valois, il y a eu Viking. D'accord. Tous ils ont choisi Vulcain parce que c'est le moteur parce que ça commence par V et parce que c'est le moteur le plus puissant. Vous êtes enchaîné sur un petit film sur la Guyane et sur la fusée. Ok. C'est le plus puissant à ce jour depuis le début de notre histoire. Ok. Depuis le début de notre histoire dans l'industrie spatiale. D'accord. Ok. Ah, c'est rigolo. Très bien. Le studio parisien Arkido est connu pour plusieurs choses. Une équipe éminemment sympathique, dirigée par Camille Guermont-Prez, les qualités d'illustrateur et le style graphique unique de Aurélien Regard, cofondateur du studio et grand amateur du pixel coloré, leur cuisine, et une ludothèque déjà pas mal fournie pour une toute petite structure créée en 2006, au sein de laquelle travaillent aujourd'hui une dizaine de personnes. On leur doit 2 jeux sur Nintendo DS, Nervous Breakdown, un casse-tête original, et Big Bang Mini, une espèce de shoot 'em up tactile au concept totalement génial, utilisant à merveille le double écran de la console. Après ces 2 titres, sortis en boîte en 2007 et 2009, dans des conditions parfois difficiles, Arkido s'est essayé au dématérialisé avec les Arkido Series, soit 3 titres téléchargeables sur la plateforme jeu indé de la Xbox 360, Jump, Swap et Pixel. 3 petits jeux concept sortis en 2009, qui encore à ce jour font partie des favoris de la communauté, et à juste titre. Avec Allier, Arkido est passé à la vitesse supérieure pour proposer son projet le plus ambitieux à ce jour, épaulé pour cela d'un éditeur de renom, Sega. Comme on dit en anglais, A Marriage Made in Heaven, pour un titre projetant le joueur en enfer dans les os d'un lapin mort. Ash est le nouveau prince des enfers.
Ce lapin sans pitié dirige son royaume d'une patte de fer en faisant trimer ses monstres comme l'esclavagiste moyen. Jusqu'au jour où sa réputation en prend un sérieux coup derrière les oreilles. Pris en flaque dans son bain, avec un petit canard, son péché mignon, par un paparazzi mal intentionné, ses photos intimes sont publiées sur l'Enfernet où elles enregistrent sans vue. Sans vue pour autant de monstres qu'il convient désormais de trouver et de punir comme il se doit, c'est-à-dire dans un bain de sang digne du prince des enfers. Au cours de l'aventure, Ash discutera avec Nestor, son poulpe valet, mais également avec une partie des monstres croisés. Et là, les développeurs s'en sont donnés à cœur joie. Jeux de mots crétins, références absurdes, humour pipi-caca, Arquido s'est visiblement lâché pour nous offrir du grand n'importe quoi décomplexé. Un humour débraillé que l'on retrouve également dans la description des monstres, mais aussi les petits textes qui accompagnent les longs, très longs chargements entre les différents niveaux. Elliet est le projet le plus ambitieux à ce jour du studio Arquido. Bien plus qu'un simple jeu de plateforme, comme le très bon Jump des Arquido Series, il embrasse plusieurs genres, à la manière du Lenny de Tex Avery, ce gros chien en mal d'affection qui serre si fort dans ses bras son petit copain écureuil qui lui brise les os. Elliet est ainsi un Metroidvania, soit un jeu de plateforme exploration avec un soupçon de RPG, mais aussi un run and gun intégrant une dimension Pokémon, une mécanique de jeu façon Mr. Driller et des minigames à la WarioWare. Oui, Elliet est tout ça à la fois. En tout, 10 mondes sont proposés, chacun avec son style graphique propre. Happy Cute, Factory, Club, Casino, Jail, Ruins, Muséum, Psychédélique, Space et Volcano. Il sera possible de revisiter par la suite ces différents environnements via un système de téléporteur permettant d'accéder à d'autres sections une fois son jetpack tranchant upgradé. Chaque niveau est en effet truffé de portes qui ne s'ouvriront qu'une fois un certain nombre de monstres charcutés. Les développeurs, ici, ont tout fait pour tenter d'aider et d'accompagner le joueur dans son périple. On peut dézoomer l'écran pour figer la partie et observer les alentours, ce qui s'avère bien pratique dans les portions typées labyrinthe, mais aussi se fier au petit radar situé en bas à droite de l'écran, qui indique la position des monstres présents dans le niveau, ou encore afficher la carte complète du monde pour se repérer et identifier son prochain objectif. Enfin, une carte globale, accessible via les téléporteurs, indique clairement quel monde le joueur doit revisiter pour progresser. Si on sera souvent amené à faire des allers-retours dans les niveaux, de nombreux outils sont mis à la disposition du joueur afin de limiter ses errances. On commence le jeu en étant à pied, c'est-à-dire à poil. Et ce n'est qu'après avoir obtenu le jetpack tranchant que l'on pourra faire la peau aux monstres croisés et utiliser les nombreuses armes à débloquer dans les boutiques. Les développeurs se sont donc amusés à proposer 2 gameplays distincts en privant le joueur de ses armes dans certaines sections. Dans ces phases orientées puzzle infiltration, il conviendra d'utiliser l'environnement à son avantage afin d'éliminer les monstres via diverses mécaniques comme cet énorme canon permettant de scroller à travers un niveau pour shooter à tout va. À pied, le joueur peut réaliser des doubles sauts classiques, tandis qu'équipé de son jetpack, les contrôles changent du tout au tout. Ici, point de double saut, il convient de maintenir un bouton appuyé pour flotter un peu plus haut. Rapidement, le jetpack tranchant sera upgradé de manière à pouvoir percer différentes surfaces. On pourra même le charger afin d'exécuter un dash susceptible de détruire des portions de l'environnement. De la même façon, certaines des armes débloquées permettent de creuser les surfaces sans avoir recours au tranchant de son jetpack. Dans les niveaux, le joueur pourra récupérer des cristaux et autres bonus qui lui permettront d'acquérir une tonne de trucs dans les boutiques. De nouvelles armes donc, des munitions spéciales, des skins pour votre jetpack ou encore des couvre-chefs plus délirants les uns que les autres, comme la tête de cul. Oui, la tête de votre lapin peut être remplacée par une paire de fesses. Dans le même esprit, chaque monstre éliminé doit être mis à mort via un finish spécial qui peut prendre la forme d'un QTE débile ou d'un minigame débile. Alors évidemment, Arquido n'a pas créé une mise à mort par monstre. Celles-ci se répètent donc au bout d'un moment, ce qui ne pose pas vraiment de problème. Pourquoi? Parce qu'elles sont complètement over the top, totalement humiliantes et souvent d'un mauvais goût assumé. Un feu d'artifice d'hémoglobine renvoyé au vrai feu d'artifice de Big Bang Mini, dont ces mises à mort constituent les petites sœurs gore. Elliet s'amuse également à proposer de temps en temps des missions spéciales en forme de défis chronométrés, demandant aux joueurs de réaliser des figures à la Tony Hawk ou de collecter un certain nombre d'items dans le temps imparti. Enfin, chacun des 100 monstres massacrés pourra être collectionné façon Pokémon et envoyé sur une île spéciale où ils pourront être exploités comme il se doit. Assez limité, ce mode bonus permet d'obtenir quelques bonus justement, en faisant trimer ses prisonniers, mais il sert surtout à admirer les monstres massacrés que l'on aurait autrement aperçus que quelques secondes dans le jeu. Car ces 100 monstres boss sont tous uniques, et on ne compte même pas les petits monstres de base qui pullulent dans les niveaux. Sachez que même une fois le jeu terminé, il sera possible de poursuivre son exploration afin de débloquer les dernières missions proposées, mettre la main sur les cadeaux planqués dans chaque monde ou profiter du labeur des monstres envoyés sur l'île.
Allier est un feu d'artifice visuel. Une richesse graphique hallucinante, chaque niveau possède un style unique, aussi chargé qu'outrageusement coloré. Le caractère design des monstres et les effets visuels associés à leur mise à mort sont un ravissement pour les yeux, au point de faire saigner les plus fragiles. Le jeu est si riche visuellement parlant que les level designers ont dû entourer les pics mortels afin que le joueur puisse les voir. Du coup, la lisibilité des niveaux n'est pas toujours optimale et il n'est pas rare de mourir faute d'avoir su identifier à temps un obstacle. Le jeu souffre également de nombreux problèmes d'équilibrage. Les checkpoints ne sont pas toujours placés judicieusement, ce qui oblige parfois le joueur à se retaper la collecte de dizaines de bonus pour rien. On regrettera aussi que les ennemis puissent continuer à shooter le joueur alors qu'ils sont sortis des limites de l'écran sans pouvoir leur rendre l'appareil. Vos tirs, eux, sont en effet limités à l'écran de jeu. Plus grave, le gameplay du jeu est un rien flottant. La physique du jetpack tranchant n'est pas totalement satisfaisante et nécessitera un effort d'adaptation de la part du joueur, ce qui n'est jamais bon. Rien de grave, heureusement, mais cet aspect flottant des contrôles se retrouve également dans les phases à pied et s'avère quelque peu amplifié par les problèmes de framerate du jeu. La richesse visuelle de Allier induit en effet des à-coups dans le scrolling qui peuvent agacer. Autre défaut important, les temps de chargement entre les niveaux, vraiment très longs. On notera aussi que la version PSN de Allier, contrairement à la version XBLA, souffre de gros problèmes en termes de mixage son, avec des musiques en soi excellentes, s'interrompant de manière incompréhensible. On espère que ce problème sera résolu par un prochain patch. La générosité d'Arkido en termes de contenu graphique et de mécanique de jeu est donc malheureusement contrebalancée par des soucis de réglage, des détails la plupart du temps, mais qui, mis bout à bout, entament le potentiel fun du jeu. Mais si vous aimez la 2D, l'extravagance et l'irrévérence, Allier mérite toute votre attention. Les développeurs n'ont pas été chiches en idées saugrenues, même si celles-ci ne sont pas toujours abouties. Et puis la beauté de certains niveaux mérite à elle seule un petit tour par ce qui restera le plus kawaii kikinou des enfers. Sachez enfin que le 24 octobre prochain, plusieurs DLC seront téléchargeables. Le premier, accessible pour moins de 3 €, permettra d'obtenir 50 masques et 11 nouvelles skins, tandis que le second, téléchargeable pour un peu plus de 4 €, offrira 50 nouveaux défis supplémentaires. Sympa, mais un peu cher. « 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage du moteur Vulcain. Et décollage. Mais effectivement, Jupiter, voilà, il prend sa vie. Jupiter, c'est la joie. Alors, ce qu'il faut savoir sur les lancements de fusée, c'est que quand on entend 5, 4, 3, 2, 1, et bien là personne n'applaudit, parce qu'en fait c'est à partir de ce moment-là où les gens ils stressent, et en fait tu dois attendre 40 minutes avant que tout le monde applaudisse. Et ça, dans ta tête, tu l'imagines pas comme ça. Bon, je rentre. Voilà, ce 101% est terminé. J'espère que vous avez pris plaisir, comme moi, à voir décoller une fusée. En plus, ça c'est phallique. Voilà, donc j'ai bien pris du plaisir. Je vous dis pas au revoir, puisque j'essaye de changer un peu les fins des émissions. Donc je vous dis vers l'infini et au-delà. Je suis un petit peu piqué à quelqu'un. Et on est d'accord, c'est bien diffusé, hein. C'est pas autre chose. C'est celle-là, on pourrait vraiment douter. Elle est... C'est... Bon.